Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui durant tout le mois de décembre est en mode Game of Thrones où on accueille de nombreux spécialistes mais aussi des fans et comme aujourd'hui des membres de la garde de nuit par exemple. Donc on a aujourd'hui Adrien et Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va évoquer ensemble dans notre émission une thématique qu'on a intitulée « Adapter le trône de fer » et je vais vous poser un certain nombre de questions pour voir finalement, pour discuter comme on a fait tout au long de ce mois de décembre autour de cette saga à la fois bien sûr littéraire avec les romans de George Martin, mais aussi et surtout, ce qui m'intéresse moi dans le podcast, c'est l'adaptation sérielle. Alors avant de commencer peut-être, messieurs, est-ce que l'un des deux ou les deux, vous voudriez présenter en quelques minutes, très rapidement, ce que c'est la garde de nuit, qui est notre partenaire pendant ce mois spécial Game of Thrones, et puis peut-être aussi évoquer ce que vous faites dans la garde de nuit, notamment vous animez tous les deux une chaîne Twitch et un podcast dédié à Game of Thrones. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tous les deux? Peut-être Adrien, Christophe, qui est-ce qui commence? Je peux peut-être me lancer. Du coup, la garde de nuit, à l'origine, c'est un site internet, un des plus anciens sites internet francophones sur l'univers de George Martin et sur la saga littéraire Le Trône de Fer. C'est par la suite devenu une association qui a repris le site et qui en est désormais propriétaire. Et entre autres, grâce au succès de la série, c'est devenu l'un des sites les plus importants sur à la fois l'univers des livres, mais aussi un petit peu sur l'univers de la série, et une plateforme d'échange et de réflexion autour de, à la fois, encore une fois, à la fois des livres et de la série, tout simplement. On a pas seulement un forum du coup pour échanger et pour avoir des discussions, mais c'est un site également qui nous a permis de développer pas mal d'activités. On a entre autres une encyclopédie en ligne, un wiki, et on a également un blog qui a pas mal grossi ces dernières années. J'ajouterais du coup que comme on est sur forum, il est possible tout au long de ce podcast qu'on utilise nos pseudos, donc en l'occurrence Eridan pour Adrien et Chris pour moi. Ça va, on est relativement soft sur nos pseudonymes. Voilà, en parallèle, on a du coup toute cette activité de podcast qu'on fait
autour des thématiques du Trône de Fer. Donc là, on en a sorti un sur Bran il n'y a pas très longtemps, mais on fait aussi des thématiques sur la série, notamment des retours. On en a quelques-uns à notre actif. Et voilà, Eridan, lui, de son côté, est un des grands connaisseurs du wiki. Notamment, il participe beaucoup à tout ça. Moi, je suis plutôt sur la partie actualité, blog, des choses comme ça. Et du coup, voilà quoi. Et puis, on parle du Trône de Fer, même quand on ne parle pas du Trône de Fer, puisque pour ma part, j'ai aussi un podcast Histoire et Cinéma. Et on s'était intéressé à Game of Thrones à l'occasion d'un épisode, parce que bon, c'est un peu la matrice de beaucoup d'intérêt pour le cinéma historique. Voilà. Donc le podcast qui s'appelle La Douve, si certains souhaitent écouter ça. Merci à tous les deux. On mettra les liens sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Alors, on va commencer cette émission et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet en vous posant la question. On a intitulé ça « Adapter le Trône de Fer ». Mais finalement, messieurs, est-ce qu'on peut dire que cette saga mise en place et non achevée d'ailleurs par George Martin, c'est une saga littéraire qui est inadaptable ? Alors non, elle n'est pas inadaptable à condition de faire certains choix. On aura l'occasion d'en parler quand on reviendra peut-être sur les enjeux du démarrage de la enfin, je vais refaire cette phrase. On aura l'occasion d'en reparler quand on reviendra sur les choix qui ont été faits, notamment au niveau de l'épisode pilote, quand il a fallu tourner l'épisode pilote de Game of Thrones. Mais pendant longtemps, elle était réputée inadaptable au même titre que Tolkien était réputé inadaptable. C'est-à-dire que une fois que Peter Jackson a mis le pied dans la porte avec Le Seigneur des Anneaux, finalement, il y a assez peu de choses réputées inadaptables qui n'ont pas été adaptées. On peut prendre Dune en dernier exemple cette année aussi, donc dans les œuvres littéraires qui sont réputées ne pas pouvoir être adaptées au cinéma. Je crois qu'à moins que quelqu'un se lance un jour dans un film fleuve sur la Bible, finalement, il n'y a plus grand-chose qui ne soit pas adaptable. Oui, je suis assez d'accord avec Chris là-dessus. Pendant quelques années, il a été proposé à George Martin justement des projets d'adaptation, mais bien souvent, c'était des adaptations pour le cinéma. Et du coup, lui, il les repoussait, puisque à chaque fois, ça correspondait à des adaptations qui auraient énormément appauvri l'œuvre, c'est-à-dire en ne prenant qu'un seul personnage référent, comme Jon Snow par exemple, et en adaptant uniquement la trame de Jon Snow. Le choix de l'adapter en série était probablement le meilleur choix possible pour rendre justice à toute la complexité des livres, à la complexité et à la multiplicité des points de vue, à la complexité aussi des trames, qui nécessitent qu'on y consacre en fait beaucoup de temps, ce qu'un film, même une série de films, n'aurait pas permis. Peut-être une question, messieurs, aussi sur voir comment on est passé de la série, quelque chose qui a été créé dans la tête de George Martin, la série donc littéraire, tout ce qui est sur le papier, comment on est passé au visuel. Alors, est-ce que George Martin a été partie prenante de ça? Est-ce qu'il a fallu négocier avec lui? Comment on fait les différents showrunners pour véritablement faire naître visuellement cette saga littéraire et la transformer en série telle qu'on la connaît? En ce qui concerne l'implication de Martin, elle a été là dès le début, puisque c'est avec lui que s'est faite la négociation de prime abord. Bon, alors il faut savoir que Martin a quand même un agent télévisuel, enfin en tout cas un agent qu'il représente dans le monde du cinéma et de la télévision. Donc c'est passé par cet agent probablement derrière pour les tractations financières, mais dans tout ce qui est négociation directe à propos de l'œuvre, ça a été lui directement avec Benioff et Weiss, qui sont les deux showrunners de la série. L'histoire commence en 2007 de mémoire, enfin même avant 2007, puisque 2007, mois de janvier 2007, on a la confirmation que les droits ont bien été achetés par HBO. Martin le confirme sur son blog. Donc il y a eu des tractations qui ont eu lieu pendant toute l'année qui a précédé. Et Martin a fait le choix de dire oui à HBO avec certaines conditions. Donc la première, c'est la rencontre avec Benioff et Weiss qui a duré autour d'un déjeuner à laquelle ils ont dû répondre, durant lequel ils ont dû répondre qui étaient les parents de... Non, je reprends cette phrase, nulle. Il y a eu des tractations avec George R. R. Martin, notamment lors d'un dîner où Benioff et Weiss ont dû répondre à la question qui sont les parents de Jon Snow. Et en répondant correctement de ce qu'ils avaient lu entre les lignes, ça les a adoubés, ça leur a donné l'aval de George R. R. Martin
Cela dit, lui, il a quand même voulu être producteur exécutif, il a voulu rester scénariste également d'un épisode par saison, ce qu'il ne fera plus à partir de la quatrième, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et il s'est énormément impliqué dans la préparation du pilote, puisqu'il a été sur place pendant le tournage. Ça représente quand même un trajet entre les États-Unis et l'Europe, hein, donc c'est pas rien. Et il a été là assez présent, même pendant tout le tournage de la première saison. Donc oui, il y a eu une implication de sa part. D'ailleurs, toi, Chris, tu avais plus suivi ça que moi, parce que bon, moi, je suis rentré dans cet univers-là à travers justement la série, donc j'ai attendu à peu près 2012 pour vraiment rentrer dedans. Mais dans mon souvenir, Martin était très impliqué aussi dans les choix de casting. Bon, il n'y participait pas, mais il les suivait de près et il en rendait compte à cette époque-là sur son site internet. C'est bien ça? Oui, il avait tout à fait son mot à dire. C'est lui qui s'est impliqué même personnellement dans certains choix de casting. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est lui notamment il a même influencé sur certains rôles parce que, par exemple, on a le personnage de Ross qui est un personnage inventé par la série qui est la prostituée qu'on va croiser tout au long des premières saisons et dont on va suivre le parcours entre Winterfell et Port-Réal. À un moment, c'est lui qui s'est impliqué personnellement pour dire à un moment, ce personnage, il va falloir le nommer, il ne faut pas juste l'appeler une prostituée. Ce personnage est trop important pour ça. Donc, du coup, il y a quand même des implications comme ça qui vont avoir lieu parce qu'il suit le casting, parce qu'il le révèle aussi. On n'a pas d'annonce de casting de la part de HBO, c'est Martin personnellement sur son blog qui révèle le casting, c'est lui qui va révéler Sean Bean, etc., etc. Il y a tout un jeu d'énigmes avec les fans, il met en place des petites devinettes pour essayer de trouver avec la filmographie des acteurs, etc. Donc il y a tout un jeu de hype qui est mené par Martin, et pour le coup, alors je ne sais pas si ça fait partie de son contrat avec HBO, mais je pense que c'est tout simplement son enthousiasme à l'idée de voir son œuvre adaptée à la télévision qui a pris le pas, en fait. Oui, ça lui ressemble bien, effectivement. On n'a plus vraiment ça de nos jours, mais ça lui ressemblerait bien d'être énormément motivé par le projet et du coup de s'y investir, voire de s'y surinvestir parce que juste il appréciait ça. Peut-être toucher deux mots sur qui sont Benioff et Weiss, parce qu'à cette époque-là, en fait, ils ne sont pas du tout connus, ils n'ont pas réalisé énormément de choses ni en tant que producteur ni en tant que réalisateur. Et c'est vraiment à travers la saga Game of Thrones qu'ils vont réussir à se faire connaître, en fait, et qu'ils vont avoir accès derrière à mieux en théorie par la suite encore, puisque à la base, ils devaient tourner des Star Wars. Mais bon, il semblerait que la fin de la série ait un petit peu cassé la dynamique autour d'eux. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment Game of Thrones qui les a fait connaître. Donc là-dessus, on peut remarquer quand même aussi que Martin n'a pas quand même pris un risque en confiant son bébé, en confiant sa saga à des gens qui n'étaient pas très connus jusque-là, quoi. Effectivement, hein, j'allais vous poser la question parce que on a une saga qui fonctionne bien au niveau littéraire, il faut la transposer à l'écran et donc il faut faire un casting, il faut choisir des décors, des costumes avec beaucoup de contraintes justement autour des tournages. Comment ça s'est passé ce moment où finalement ce qui était sur le papier est en train de prendre cher? Eh bien, justement, ce qui va se passer, c'est que nos chers Benioff et Weiss vont un peu manger les conditions de tournage dans la tronche, hein, pour parler un peu crûment. On a beaucoup de retours, notamment via un bouquin de James Seabird qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Le feu ne tue pas le dragon, sur les conditions du pilote, et notamment, alors le pilote, il a été tourné de mémoire avec des conditions assez horrible. Par exemple, il y a des scènes qui ont été tournées, qui n'étaient pas bien éclairées, qui étaient éclairées comme dans un parking, etc. Il y a un costume de marcheur blanc qui était prévu pour être en image de synthèse, qui a coûté un bras, enfin, tout un tas de choses qu'ils avaient très mal anticipées. Et il y a une autre chose qui va finir par devenir une caractéristique de la série, qui est la présence de ces espèces de dialogues de couloir entre les personnages, pour citer que deux personnages, Varys et Littlefinger, qui ont toujours leurs espèces de dialogues où ils essaient de se jauger à travers des métaphores. Ça va être des scènes en fait de remplissage qui vont être écrites pour la bonne et simple raison qu'ils ont prévu de tourner en extérieur, mais ils ont prévu de tourner en extérieur en Irlande. Et la météo irlandaise va venir un petit peu battre en brèche leurs ambitions, tant et si bien qu'ils vont se retrouver à supprimer des pages de script, et à se retrouver à se rapatrier sur le studio. Et donc, il va bien falloir faire quelque chose, en fait, parce que pour l'instant, les épisodes ne font que 25 minutes alors qu'on a vendu les 50. Donc, il va falloir remplir, et finalement, ça va devenir la marque de fabrique
toutes ces séquences de dialogue entre les personnages qu'on va retrouver assez truculentes, puisque c'est des excellents acteurs en plus, du coup, qu'on va retrouver tout au long de la saga, quoi. Parmi les autres contraintes dont on peut parler au niveau de la création vraiment de Game of Thrones, il y en a une qui me paraît moins très importante, c'est que on a beaucoup de personnages dans la saga littéraire qui sont des enfants, et il va falloir absolument les vieillir. Déjà parce que faire travailler des enfants dans le milieu des séries et du cinéma, c'est compliqué, ça nécessite tout un tas d'adaptations parce qu'il y a des contraintes juridiques. Mais en plus de ça, il y a quand même des scènes dépeintes dans les livres qui, dès 2010, dès 2011, quand la série commence à sortir, seraient complètement inacceptables. Je pense à Daenerys qui, dans les livres, a 13 ans. Dans le premier épisode, elle se fait marier de force et violer. En tout cas, dans l'adaptation, c'est un viol. On va pas pouvoir montrer ça avec une actrice qui aurait réellement 13 ans. Donc, partant de là, il va décider de vieillir les personnages. Enfin, les producteurs décident de vieillir les personnages. Ce qui va avoir d'ailleurs quelques conséquences parce que, bon, au début, on fait en sorte de les vieillir, donc ils partent tous avec quelques années de plus que ce qu'ils sont censés avoir. Mais du coup, les années passent, les saisons s'enchaînent, et là où nous, dans les livres, au bout de 5 intégrales, il s'est passé 2 ans et demi, 3 ans environ, eux, au bout d'un moment, on voit bien qu'ils ont pris beaucoup plus d'âge que ce qui était prévu initialement. Donc, quand on a Sansa, je ne sais plus exactement dans quelle saison, mais qui nous dit « Je suis toujours une enfant », ça ne passe plus vraiment, et c'est assez amusant de voir qu'il peut rester du coup des scories des livres à cet endroit-là, par exemple. Vous avez évoqué, messieurs, l'idée de l'enjeu de cet épisode pilote, finalement, qui a lancé la série. On a déjà vu dans d'autres épisodes du podcast comment la narration, l'intrigue, finalement, beaucoup d'intrigues ont été lancées dès le pilote. Et ça, c'est intéressant avec Justine Breton qui nous avait, par exemple, aussi montré l'idée qu'avec le fait tout de suite de faire tomber Bran, Martin avait voulu montrer dès la saga, et donc c'est repris dans l'épisode pilote, qu'il fallait casser les codes et que des personnages qui pourraient être importants, ben, finalement, on va les faire jouer différemment. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, autour de cet épisode-là, sur les enjeux de l'adaptation du roman à la série? Sur le pilote, alors on l'a pas vu, hein, personne ne l'a vu. Il est encore probablement quelque part dans les rayonnages de pilotes de chez HBO. Hein. Je suis pas sûr qu'un jour il apparaisse même sur la toile de manière pirate. C'est beaucoup trop important pour que ce soit le cas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce pilote ne fonctionnait pas sur le papier. Effectivement, il y avait des choses un peu transgressives qui apparaissaient, notamment il y a des choses qui ont été gardées, hein, le choix de faire tomber Bran à la fin de l'épisode 1, etc. Mais dans l'ensemble, il a quand même été retourné à 95% pour devenir l'épisode 1 qu'on connaît aujourd'hui de la saga de la série Game of Thrones. Alors, c'est cet épisode qui va lancer la saga quand même, parce que HBO met 8 millions sur la table quand même pour le produire, donc c'est pas rien. Et à un moment, ils vont quand même se dire, tout n'était pas mauvais, il faut refaire beaucoup de choses, mais il y a quand même quelque chose à cet endroit-là, et puis on va pas jeter 8 millions par la fenêtre, on va la faire cette saison 1. Donc, on valide quand même le projet. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un parallèle à faire avec la situation de Game of Thrones aujourd'hui, puisqu'il y a les séries spin-off qui sortent. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un spin-off qui a été annulé parce qu'il a coûté trop cher en tant que pilote et que ça ne correspondait pas à ce que voulait HBO. Et dans la foulée, comme ce pilote avait coûté trop cher, eh bien, on a validé House of the Dragons qui arrivera l'année prochaine. Donc, on a ce processus qui se met en route. Et il est intéressant de noter que dans le pilote, par exemple, au départ, dans la première version du script, les showrunners ne souhaitaient pas mettre les marcheurs blancs dans le prologue. On devait avoir un prologue présentant la mort de Jon Arryn, donc une intrigue éminemment plus politique que ce qui a été fait en définitive en suivant le prologue du livre, qui est celui avec les marcheurs blancs au-delà du mur. Donc là, je pense qu'on peut voir la patte de Martin, notamment, qui a peut-être dit au showrunner que non, il fallait commencer par le début du livre, parce que ça allait être important pour la suite.
Oui, d'ailleurs, effectivement, ce que tu dis, c'est assez amusant puisque cette influence-là de Martin sur les premières saisons, on va beaucoup les ressentir. Et il me semble qu'à un moment donné, les showrunners avaient demandé, mais enfin, le personnage de Rickon, il ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas le supprimer, histoire de simplifier? Le fait qu'ils aient voulu supprimer les marcheurs blancs, ça ne m'étonne pas non plus, parce que ça fait partie des intrigues où, à l'heure actuelle, dans les livres, on ne sait pas très bien où est-ce que ça va aller et jusqu'où ça va pouvoir aller. En fait, on reconnaît bien là la patte des showrunners, des producteurs, parce que eux, justement, ce qui va les intéresser et ce qu'ils ont énormément développé, c'est tout le côté intrigue politique, c'est toutes les transgressions aussi des lois, soit de Westeros, soit des lois humaines, et tous les dilemmes moraux des personnages. C'est ça qu'ils ont adapté essentiellement. Toute la partie un petit peu, je veux dire, un peu ésotérique, un peu liée à l'occultisme de la saga, qui est beaucoup d'ailleurs incarné par le personnage de Bran, c'est énormément abandonné finalement dans la série. En règle générale, le personnage de Bran est très délaissé. Les personnages à dominante magique sont très abandonnés. Mélisandre devient presque plus un running gag au niveau de la nudité plutôt que vraiment une magicienne puissante, sauf sur la fin. Donc, ça ne me surprend pas vraiment qu'ils aient voulu abandonner cette intrigue des marcheurs blancs, d'autant que à la fin, on peut se demander s'ils ont su l'utiliser de manière correcte. Bon, bref, c'est un débat dans lequel on ne va peut-être pas rentrer. Mais ça correspond quand même, là encore, à des choix de simplification de l'intrigue qu'on va retrouver tout au long des saisons, finalement. Voilà un aspect très intéressant que vous évoquez justement, Adrien, ces choix de simplification par rapport à la saga littéraire, parfois très alambiquée, vous l'avez dit, notamment sur les intrigues politiques. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, à part de ce début de la saison 1, pour nous montrer véritablement que petit à petit, on a une production sérielle qui s'éloigne, puis après, par les forces des choses, qui va dépasser d'ailleurs ce qu'a écrit Martin? Oui, parmi les autres choix d'adaptation, bon, déjà dans la saison 1, il y a plusieurs scènes qui ont été tournées et comme disait Chris, c'est essentiellement des scènes de dialogue entre des personnages. Par exemple, tous les dialogues entre Robert et Cersei n'existent pas du tout dans les livres. La base même de ce couple, c'est qu'il est dysfonctionnel dans les livres et que ce sont deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer l'une avec l'autre. Dans la série, au contraire, on les voit plusieurs fois parler l'un avec l'autre, échanger et presque même avoir des moments de complicité malgré la hargne, malgré le mépris qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Là-dessus, on peut se demander si c'est toujours très cohérent. Moi, j'aurais tendance à dire que non, mais d'un autre côté, même si ça n'est pas cohérent, c'était intéressant parce qu'ils ont réussi vraiment dans ces dialogues-là, en tout cas au début, dans les premières saisons, à créer des dialogues intéressants et des dynamiques intéressantes entre les personnages. On a tout ce passage dans la saison 2 où Arya se retrouve à Harrenhal et elle se retrouve là confrontée à Tywin Lannister, ce qui n'existe pas du tout dans les livres. Et là encore, les dialogues entre Tywin et Arya sont parmi ceux qui sont les plus appréciés par les fans, en tout cas parmi ceux qui ont été rajoutés dans la série. Ce sont parmi ceux qui sont les plus appréciés parce qu'on crée des dynamiques nouvelles entre des personnages qui ne sont pas du tout censés se rencontrer. Et ça permet aussi je dirais, de faire de l'exposition d'une manière un peu intéressante et de construire l'univers de manière intéressante avec de vraies confrontations de points de vue. C'est aussi l'occasion de faire se rencontrer certains acteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit jeu comme ça, surtout sur la fin, qui va consister à faire des scènes de dialogue entre des personnages qui, a priori, n'ont pas de raison de se croiser, juste pour le plaisir de mettre deux acteurs les uns en face des autres. On va avoir ça notamment en saison 7 et 8, où on se dit pourquoi pas mettre tel et tel acteur ensemble. Alors, j'ai plus d'exemples en tête très précis, mais c'est une volonté qui a souvent été répétée de la part des showrunners, de dire on est face à une série télé avec des grands acteurs, on va les faire parler ensemble. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Eridan, le dialogue Tywin-Arya, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à un choix d'adaptation. Ils vont prendre un dialogue qui, à la base, existe dans le livre, mais qui est entre Roose Bolton et
Théon, et ils vont le décalquer sur Tywin et Arya. C'est tout le dialogue autour du est-ce qu'on dit My Lord ou Mlord, donc Monseigneur ou Mseigneur. Et du coup, on va retrouver ce dialogue-là, sous cette forme-là, dans la série, entre deux personnages qui pourtant n'ont pas du tout la même relation, puisqu'on n'est pas du tout dans l'idée de la relation entre les seigneurs Bolton et Théon devenus Schling. Donc on a vraiment une transposition comme on peut la voir. Et là, on est vraiment sur du pur travail d'adaptation, ce qui rend les choses, à mon sens, intéressantes. On a également d'autres choix qui sont faits, cette fois en matière de visuel, parce que quand on lit le Trône de Fer, quand on arrive à Essos, on peut être un peu surpris par toutes les couleurs, par toutes les ambiances, on va dire, chamarrées d'Essos. Et on va dire que là, ils ont fait le choix raisonnable de présenter une fantaisie peut-être plus dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des couleurs plus sombres, alors, des choses que parfois les vulgarisateurs n'aiment pas trop parce que ça véhicule une image du Moyen-Âge qui est quand même, somme toute, assez en marron et gris, quoi. Et pour prendre un simple exemple, Daario Naharis, qui apparaît à partir de la saison 3 et 4, même s'il change d'acteur. Dans les bouquins, il est censé avoir les dents dorées, la barbe violette et bleue. Bon, bah là, clairement, on est sur quelque chose d'un peu plus raisonnable, de manière à faire passer un peu ce choix et on va dire, à uniformiser la série à partir de ce qu'elle est sur Westeros, quoi. Disons que la charte graphique de Westeros va donner celle d'Essos, sans qu'il y ait vraiment on va dire, de choc des cultures entre les deux, ce qui est plus le cas dans les bouquins. Donc on fait un choix d'adaptation assez logique. Oui, après, tu dis que Essos a un univers très chamarré. Moi, j'irais un petit peu plus loin. Je dirais que même sur Westeros, Martin peut parfois faire preuve, allez, soyons fous, disons-le, d'un certain mauvais goût, de quelque chose des fois de très très kitsch. Il peut y avoir des descriptions des fois même d'armures complètement folles. Je pense à celle de Tywin à la fin de la bataille de Lanera, si je me souviens bien. Il y a un grand n'importe quoi autour de certaines descriptions. Martin se fait vraiment plaisir, ne serait-ce que jusque dans le gigantisme du mur, on sent que le gars c'est un ogre et qu'il se fait plaisir à inventer des choses complètement folles, quoi. La série, de ce point de vue-là, se montre, à mon avis, un peu plus consensuelle, et je pense que c'est voulu pour aussi rendre ce monde-là plus accessible aux spectateurs, en fait, et qu'on s'y retrouve plus, qu'on ne soit pas dérangé par des codes qui nous paraissent complètement fous et farfelus, quoi. Vous évoquez, messieurs, tout à l'heure aussi parfois la question de la violence. C'est central dans Game of Thrones. On en a parlé avec Florian Besson, mais j'aurais aimé avoir votre avis parce que ce soit la violence ou le sexe, on voit bien, et ça a été une marque de fabrique de HBO d'ailleurs. On avait dit à l'époque, it's not porn, it's HBO, sous-entendu, attention, c'est pas du porno, c'est HBO qui met ça en avant. Alors clairement, là, on a une transposition à l'écran. C'est pourquoi? C'est pour faire le buzz? Oui et non. J'aurais tendance à dire, comme tu l'as souligné, ça fait partie de la marque de fabrique de HBO de proposer on va dire, de quelque chose de choc. C'est quelque chose aussi qui fait partie on va dire, de l'historique des séries américaines de manière générale. Enfin, dans le sens où sur les chaînes câblées, on va forcément un peu aller vers le sexe et la violence puisqu'on peut le faire vu qu'on n'est pas sur une chaîne publique. Donc HBO va largement travailler là-dessus. Donc on est en plein dans cette lignée-là. Et à la fois, il y a quand même un peu la volonté de secouer le spectateur, que ce soit à travers la chute de Bran ou à travers certains effets gore, on peut clairement le dire. Moi, je repense, ne serait-ce qu'en saison 1, à ce pauvre Jory Castle qui se fait planter un couteau dans l'œil par Jaime Lannister. On a quand même des petits effets comme ça qui viennent d'un cinéma gore qui s'est largement démocratisé, on va dire, depuis une quinzaine d'années dans le grand public. Et ça tombe bien puisque la violence fait partie du monde de George R.R. Martin. Donc, quelque part, on a une bonne excuse d'un point de vue diégétique pour en mettre plein la vue. Et que ce soit sur l'approche sexe ou violence bagarre, on va avoir ce genre de choses. Après, sur la question du sexe, on sent que quand même, on leur a beaucoup reproché en saison 1 d'en avoir beaucoup mis pour des mauvaises raisons. Et petit à petit, ça va se calmer un peu. Enfin, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Iridan.
Sur les premières saisons, il y a des choses qui sont excessives. Ils mettent Emilia Clarke, Daenerys et Mélisandre, Caris Van Houten, nus dès qu'ils le peuvent. Il y a de la nudité gratuite, des scènes dans le bain juste pour exciter les pulsions des spectateurs, hein, soyons honnêtes, parce qu'il n'y a aucune raison diégétique, aucune raison à l'intérieur de l'histoire pour qu'elle soit nue à ce moment-là. Oui, à ce niveau-là, il y a quelque chose d'un peu de voyeuriste dans la série, en tout cas dans les premières saisons, et ça leur a beaucoup été reproché. Au bout d'un moment, Emilia Clarke s'en est plaint elle aussi, et elle a décrété qu'elle ne souhaitait plus apparaître nue, et elle a résisté par la suite autant qu'elle a pu, en tout cas tant qu'il n'y avait pas de raison diégétique à ça. Je pense d'ailleurs qu'avec le mouvement MeToo, désormais, et ça a l'air d'être le cas pour les futures séries, ce sera moins possible de mettre autant de nudité, ce sera moins possible de déshabiller les actrices aussi régulièrement et de manière aussi gratuite. Un autre ressort, à mon sens, sur lequel ils peuvent beaucoup jouer, hein, parce qu'on parle de la nudité et de la violence, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, d'un point de vue plus scénario, le fait que ce qui a fait un peu le succès de Game of Thrones, c'était justement le côté transgressif, à savoir pousser des petits garçons du haut d'une tour. On avait quand même encore, enfin moi j'avais encore jamais vu ça. L'inceste, pareil, on n'avait encore jamais trop, enfin moi j'avais encore jamais trop vu avant de regarder Game of Thrones. Et puis il y a surtout l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est par exemple Baelish qui finit par trahir Ned alors qu'on s'y attendait mais qu'on ne s'y attendait quand même pas du tout, parce que Ned, c'était quand même, Eddard Stark, c'était quand même le héros, il était censé avoir, comme tous les héros, une armure en scénarium. Le mec, c'est Boromir, on n'est pas censé pouvoir le tuer dès la première saison. Et en fait, si. Alors, je pense qu'il y a aussi eu ça qui a énormément joué sur la saga, et qui a également beaucoup orienté leur choix d'adaptation. Et c'est malheureux. Parce que autant dans les premières saisons, les surprises étaient bien construites, elles étaient bien amenées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la saison 1, on se dit, bah oui, Littlefinger, Peter Baelish, il peut que trahir Eddard Stark à la fin. C'est normal. En fait, il y a des indices dans la saison qui nous montrent que ça va se produire. Et puis par la suite, je trouve qu'ils l'ont beaucoup moins bien géré. Toute la partie transgression, traumatisme, surprise, je trouve qu'elle est beaucoup moins bien gérée dans les saisons qui suivent. Alors après, ils ont fait des choix d'adaptation à partir de livres qu'ils n'avaient pas, mais ils ont quand même, à mon sens, amené beaucoup de surprises de manière maladroite. Ce qui d'ailleurs nous conduit à la saison 8 où finalement on a beaucoup de fans qui sont extrêmement déçus par la fin parce qu'ils ont voulu jouer sur la surprise de tout un tas de choses. Je vais spoiler, mais voilà, Jon qui tue Daenerys, Bran qui devient roi, Tyrion qui devient inutile, mais ça on le savait depuis un moment, et qui ensuite devient main parce que quand tu es inutile, autant être main du roi. Ça a été très très mal amené et je pense que c'est vraiment ça qui explique la déception à la fin de la série. C'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer, cette idée-là, justement, que finalement, les showrunners se sont retrouvés à un moment donné avec une œuvre sérielle qui est en cours et puis une œuvre de fiction littéraire qui, elle, était quelque part arrêtée puisque Martin n'a pas fini. Alors, comment s'est passé ce dépassement des livres? Comment, finalement, il a fallu adapter quand il n'y a plus de matériaux littéraires? Alors, concernant le dépassement des livres, ce qu'on peut dire, c'est que Martin s'est beaucoup impliqué, c'est ce qu'on disait, sur les premières saisons, et c'est peut-être aussi ce qu'il a ralenti dans son écriture. Pendant un long moment, il a pensé qu'il réussirait à sortir le tome qu'on attend toujours, c'est-à-dire The Winds of Winter, avant la sortie de la saison 6, et finalement, ça n'a pas vraiment marché. On peut dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais arrivé à la fin de la saison 5, même un peu avant, au moment où ils ont commencé à écrire la saison 5, il a bien fallu dire à Benioff et Weiss comment se terminait la saga, qu'est-ce qui allait arriver, etc. Donc on sait que Martin et Benioff et Weiss ont eu
une grande discussion pour préparer ce plan qui va du coup se poursuivre sur les saisons 6, 7, 8, même si dans la saison 6, on va encore retrouver certains éléments, on va dire, qui sont la conséquence directe de A Dance with Dragons, donc du coup l'intégrale 5, avec ne serait-ce que la résurrection de Jon Snow, qui est quand même très attendue aujourd'hui comme étant comme arrivant dans les futurs chapitres, où on peut prendre le siège de Villevieille qui apparaît également dans les intégrales 4 et 5 et qui prend corps finalement dans la saison 6 pour faire quelque chose à Jaime qui est pas bien occupé, parce qu'on va même ressortir justement le silure du chapeau, lui qui avait disparu aux Noces Pourpres 2 saisons plus tôt en allant pisser. Du coup, on va se retrouver avec ce type de problème, et finalement, de cette discussion, de ce grand plan, Benioff et Weiss en sortent, et ils vont voir le directeur d'HBO à la fin de la saison 5, et lui disent, voilà, il reste une saison et 13 épisodes. Et ils vont s'y tenir. Le directeur d'HBO va accepter, alors que lui était là, mais non, vous pouvez nous donner, pourquoi vous ne faites pas 30 épisodes? Pourquoi est-ce que vous en faites une saison, plus 13 et ils vont dire, tout simplement, on n'a pas la matière, en fait, puisqu'ils vont se reposer essentiellement sur des notes et plus sur des dialogues qui sont déjà écrits. Et ça se sent, je pense, Eridan, je ne sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais dans l'écriture des dialogues notamment, on sent qu'il y a une perte de vitesse à partir de la saison 5, enfin de la fin de saison 5 en tout cas, pour arriver jusqu'à la saison 8. Enfin, il y a une perte de vitesse en termes de qualité d'écriture de dialogue. Tout à fait. Et pour ma part, je trouve que même pas que dans les dialogues, il y a certaines intrigues où tu te rends compte qu'en fait, ils ne la maîtrisent pas du tout d'un point de vue narratif. Jorah Mormont va reprendre le trope d'un des personnages. Il va contracter la grise écaille, c'est-à-dire une espèce de forme de lèpre. Et c'est résolu en un épisode et demi grâce à Samuel Tarly dans la citadelle de Villevieille. Voilà, quel était l'intérêt de donner la grise écaille à ce personnage-là si c'était pour arriver à le soigner par un coup de baguette magique. Enfin, il y a tout un tas de choses et je pense là encore que ça explique un petit peu le désamour pour la fin de la série. Il y a tout un tas de choses qui sont rushées, tout un tas d'intrigues qui n'amènent pas finalement aux conséquences qu'on attendait nous en tant que spectateurs. Et ça explique, à mon sens, aussi, là encore, les déceptions autour de la fin. C'est qu'on sent qu'il y a une perte d'efficacité dans la narration, dans les dialogues, et plus généralement, la fin est tout simplement rushée. J'aurais une question, messieurs, maintenant sur une question sur la modernisation, quelque part des représentations, c'est-à-dire en fait, on le voit souvent dans l'histoire en série, une série, c'est le produit, ça parle d'une époque parfois ancienne, comme on peut voir là, de ce Moyen-Âge fantasmé, mais c'est le produit d'une époque où elle est fabriquée, cette série-là. Et là, on est sur une saga littéraire plus ancienne, avec peut-être l'adapter, vous l'avez dit, vous avez parlé du mouvement MeToo, par exemple, les choses comme ça après, mais qui arrivait sur la fin, mais comment est-ce que cette idée, la saga ancienne, problématique actuelle finalement, comment est-ce que la série s'est adaptée à ça? Tout simplement en transformant certaines choses. Oui, en transformant certaines choses, tout simplement. Tiens, moi j'ai sorti récemment un article de blog sur la relation entre Loras et Renly, et ça c'est assez symptomatique, je trouve, du traitement par HBO et par les producteurs d'une relation homosexuelle qui, dans les livres, se retrouve à être simplement suggérée. On a seulement des indices du fait que ces deux personnages-là entretiennent une relation, alors qu'à l'inverse, dans la série, c'est une relation qui est montrée, voire même montrée dans son intimité, de manière d'ailleurs assez caricaturale d'après les commentateurs. Ça, en fait, tout simplement, la série va montrer beaucoup plus de choses et des choses surtout qui sont beaucoup plus acceptables d'un point de vue social pour les spectateurs que les livres. Par exemple, on a énormément de relations qui vont être beaucoup plus romanesques, entre guillemets, que ce qu'elles sont dans les livres. Je pense par exemple à Tyrion et Shae. Dans la série, il ne fait aucun doute que Tyrion et Shae ont pendant un temps été amoureux.
lui, fils de grand seigneur, mais atteint de nanisme, elle, prostituée. Dans les livres, c'est beaucoup plus complexe et a priori, enfin, moi en tout cas, mon interprétation, et elle est partagée par beaucoup de monde, Shae n'a jamais été intéressé par autre chose que par l'argent de Tyrion. De la même manière, on a le couple de Robb Stark avec une autre femme que la Frey à laquelle il était destiné. Dans les livres, il s'agit d'une question d'honneur. Robb a pris la virginité d'une jeune fille, il est donc obligé de l'épouser. Dans la série, on nous montre plutôt une histoire d'amour. Robb rencontre une belle infirmière, il en tombe amoureux, à la fois de son exotisme, mais aussi de son dévouement. Et c'est ça qui justifie qu'il va trahir le pacte qu'il a passé avec les Frey. Donc voilà, on essaye de montrer des relations amoureuses et des relations même en règle générale qui sont plus acceptables pour la société moderne et pour le spectateur moderne, plutôt que les relations telles qu'elles sont définies dans la saga littéraire. Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, a priori, on n'a pas énormément de personnages lesbiens dans la saga, ou alors c'est vraiment des relations ponctuelles. On a Cersei et Daenerys qui s'y essayent à un moment donné, mais elles n'ont pas de véritable pulsion vers les femmes. Et à l'inverse, la série a essuyé ce reproche-là. Du coup, vers les dernières saisons, je crois que c'est vers la saison 6 ou la saison 7, brutalement, il décide de faire du personnage d'Asha Greyjoy un personnage lesbien. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les livres, puisque Asha est ouvertement hétérosexuel dans les livres. Donc voilà, je pense qu'une partie de la modernisation des représentations et de l'actualisation des problématiques, elle se traduit par ces choix-là, ces choix d'adaptation-là, en fait, d'offrir au public et aux spectateurs des personnages et des relations qui sont beaucoup plus proches de notre actualité que ce qui est dépeint dans les livres. Il y a quelque chose que tu dis, effectivement, c'est qu'ils vont rebondir suite à ce qu'on leur reproche, et c'est aussi visible de manière plus générale, pas juste sur les personnages, dans la manière dont est construite notamment la saison 6, avec un empowerment, comme on dit, un empouvoirment du coup des femmes dans cette saison, parce qu'on leur a beaucoup reproché la maltraitance des femmes, enfin des femmes maltraitées et assez peu au pouvoir dans les saisons précédentes. Donc, avec des choses qui n'arriveront peut-être pas dans les livres, mais en tout cas une espèce on va dire d'ascension, que ce soit du côté de Sansa ou du côté de Cersei dans cette saison notamment, et Daenerys bien évidemment. Oui, et que c'est exactement ça, hein, la place des femmes en plus que l'on aura traité dans 2 émissions spécifiques dessus. Donc je renvoie à l'émission avec Justine Breton et l'autre avec Nicolas Allard où on voit la place des femmes, le féminisme, c'est vraiment très intéressant. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans notre discussion, vous allez me dire, hein, Chris et Adrien, c'est la question de la place de la musique, hein, de la musique très intéressante, et puis surtout tout de suite, hein, ce qui a fait d'ailleurs, c'est ce que j'ai repris quelque part pour l'introduction et la conclusion de chaque émission, c'est les génériques. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus? Parce que c'est la vraie marque de fabrique de la série. Alors, pour le détail, on a signé un très long article, enfin j'ai signé pour le coup un très long article pour le détail, j'ai eu l'occasion de signer un très long article pour La Garde de Nuit sur la musique qui reprend un peu toute la manière dont travaille Ramin Djawadi avec tous ces thèmes à tiroir et l'écriture, dans ce qu'elle avait d'assez génial et immédiate, et aussi paradoxalement dans tout ce qu'elle a d'un peu paresseux parfois, parce que je fais partie des gens qui trouvent que parfois elle est un peu paresseuse, mais sur la question du générique, évidemment, on ne peut pas lui enlever ça. Djawadi a su composer un thème qui immédiatement est resté en tête et qui immédiatement a marqué les gens. Faut savoir aussi qu'on est sur une chaîne câblée, et que sur les chaînes câblées, souvent, on se permet de faire des génériques de séries. C'est pas toujours le cas sur les chaînes publiques qui doivent composer avec les encarts publicitaires et qui, par conséquent, vont squeezer un petit peu le générique. On peut prendre celui de Breaking Bad, qui est extrêmement court, par exemple, avec juste un petit thème de guitare qui va annoncer le titre et par qui est-ce que c'est produit. Là, on a quelque chose de long, on a quelque chose qui s'installe et quelque chose qui va être énormément repris, puisqu'on a pléthore
de cover, de reprise du générique sur YouTube par tout un tas d'artistes qui le font avec plus ou moins de talent. Mais une petite anecdote qui est intéressante sur la musique, c'est quand même de se dire que Ramin Djawadi n'était pas le premier choix en termes de musique. C'était pas le premier compositeur qui était dans le collimateur des showrunners. À l'origine, ça devait être Stephen Warbeck qui devait s'occuper de ça. Stephen Warbeck qui a une carrière dont on pourrait dire qu'elle n'est pas plus anecdotique, mais un peu plus discrète à Hollywood, qui est notamment connu pour avoir composé la musique de Shakespeare in Love. Donc, si vous voulez aller écouter un extrait, c'est quelque chose de beaucoup plus lyrique et de beaucoup moins, on va dire, Hans Zimmerien, puisque Ramin Djawadi fait partie de la boîte de production d'Hans Zimmer et de l'école Hans Zimmer, entre guillemets. D'autant plus amusant de se dire que ce n'était pas leur premier choix, que maintenant, 10 ans plus tard, on se rend compte que la musique fait tellement partie de l'univers de Game of Thrones qu'ils vont justement essayer de reprendre Djawadi pour composer la musique du spin-off au moins. Mais je crois même qu'il a confirmé qu'il ferait partie de l'aventure. Hein. Donc du coup, on devrait avoir quelque chose, si ce n'est de similaire, mais en tout cas qui évoque. Mais en tout cas, je guette ça avec beaucoup de curiosité. Effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette période de fin d'année pour préparer un petit peu la sortie justement de House of the Dragon qui reprendrait certains codes, en tout cas à la fois littéraires, c'est ce qu'on parlait aujourd'hui, mais aussi, vous l'avez dit à l'instant, la musique, et ça c'est très bien, on verra. Pour l'instant, on n'a que quelques teasers sur Internet et notamment sur OCS, mais après, on ne voit pas autre chose. Donc, on attend, on verra bien et ce sera peut-être l'occasion de revoir, messieurs, j'espère en tout cas, une discussion entre nous autour en tout cas de ce spin-off-là. Merci à tous les deux pour être intervenus sur cette émission, sur cette question finalement de l'adaptation du Trône de Fer, de la série, des romans jusqu'à la série, pardon. On retrouve le résumé de l'émission, comme toujours, sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, je vous enjoins d'aller écouter le podcast destiné à directement, d'ailleurs, lui, tous les 3 mois. C'est ça, messieurs ? À peu près, quand on arrive à s'y tenir. Donc, allez-y l'écouter, puis la chaîne Twitch aussi. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site de la Garde de Nuit. C'est excellent si vous voulez savoir la moindre information sur Game of Thrones. Merci, à bientôt. Merci à bientôt, merci.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange